Je m'appelle Chloé Martin. J'ai 31 ans. Et le moment qui a tout brisé dans ma famille a commencé par une seule notification vibrant sur la table silencieuse d'une bibliothèque. Je ne faisais rien de spectaculaire, je consultais simplement des documents financiers pour le travail, essayant de rester concentré lorsque mon téléphone s'est allumé avec un aperçu de notre discussion de groupe pour le mariage. J'y ai d'abord jeté un œil distrait, pensant que ce serait une autre mise à jour sur les palettes de couleurs ou le plan de table. Au lieu de cela, j'ai vu une seule phrase qui m'a transpercé. Tu n'es pas invité au mariage. Adieu, la perdante. Pendant une seconde, je n'étais pas sûr d'avoir bien lu. Puis l'écran a de nouveau clignoté alors que quelqu'un réagissait au message. Un pouce levé de la part de mon père. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est immobilisé. Pas brisé. Immobile. Une clarté nette et tranchante balayant tout ce que la confusion avait tendance à brouiller. Ils n'ont pas expliqué. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont même pas vérifié si je l'avais vu. Ils ont simplement continué. La discussion s'est poursuivie avec des blagues, de petites explosions d'enthousiasme à propos du dîner de répétition, des émojis rires empilés les uns sur les autres comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais fait partie de tout ça. Je fixais leurs messages, leur cruauté désinvolte, leur confiance totale dans le fait que je resterais silencieuse, utile et que je continuerais à payer. Alors, j'ai tapé une seule phrase en retour. Parfait. Alors je vais retirer mes paiements du compte. Aucun d'entre eux ne l'a pris au sérieux. Pas au début. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que chaque contrat, chaque acompte, chaque réservation de prestataire, chaque signature liée à ce mariage portait mon nom. 1 heure plus tard, la panique a commencé. Avant que je ne révèle ce qui s'est passé ensuite et pourquoi la réaction de mon père a tout changé, dites-moi quelle heure il est là où vous vous trouvez en ce moment et d'où vous regardez. J'aimerais beaucoup voir jusqu'où cette histoire voyage. Un changement discret s'est produit au moment où j'ai franchi la porte de chez moi ce soir-là. L'immobilité de la bibliothèque m'avait suivi jusqu'à la maison, se déposant sur l'appartement comme un voile qui rendait tout plus net, plus délibéré. J'ai posé mon sac, ouvert mon ordinateur portable et fixé l'écran vide un instant. Non pas parce que je ne savais pas quoi faire ensuite, mais parce que je comprenais enfin depuis combien de temps j'avais laissé certains schémas se perpétuer sans les remettre en question. Les gens supposent que les dynamiques familiales s'effondrent en un seul moment dramatique. Mais c'est rarement comme ça que ça marche. Le plus souvent, ce sont des années de petites attentes empilées les unes sur les autres jusqu'à ce que le poids devienne quelque chose que plus personne ne remarque, sauf la personne qui le porte. Dans ma famille, cette personne a toujours été moi. J'ai grandi en étant qualifié de « la responsable », la fille qui ne repoussait pas les limites, ne demandait pas grand-chose, n'avait pas besoin du même niveau d'attention. Ma sœur avait besoin d'aide. On me disait que je me débrouillais bien toute seule. Quand une facture était en retard, mon nom était mentionné. Quand une réparation était trop chère, la suggestion semblait désinvolte. Chloé, peux-tu t'en occuper jusqu'au mois prochain? Ce mois prochain s'étirait généralement sur des années. Ça n'a pas commencé de manière malveillante. Au début, j'aidais parce que cela semblait naturel, parce que c'est ce que l'on fait quand on aime les gens. Mais les demandes n'ont cessé de s'étendre, s'insinuant dans de plus en plus de domaines de ma vie. J'ai payé les charges une fois, puis deux, puis c'est devenu normal. J'ai aidé avec des frais de retard sur une carte de crédit. J'ai payé un renouvellement d'assurance automobile quand les temps étaient durs. Un petit prêt s'est transformé en habitude. Chaque fois, j'entendais la même justification, tu es stable, Chloé. Tu retombes toujours sur tes pattes. Stable, responsable, celle qui pouvait se permettre de plier. C'est ainsi que je me suis retrouvé à être la personne qui a coordonné tous les prestataires pour le mariage. Ma sœur voulait un lieu magnifique mais n'avait pas la cote de crédit pour garantir la réservation, alors je suis intervenu. Le traiteur avait besoin d'une carte valide pour l'acompte, et tout le monde s'est tourné vers moi. Le fleuriste exigeait un accord signé, et une fois de plus, le stylo s'est retrouvé dans ma main avant même que je réalise pleinement ce à quoi je consentais. Mes parents ont dit qu'ils me rembourseraient une fois que tout serait réglé. Ma sœur a insisté sur le fait qu'elle et son fiancé me rembourseraient après les cadeaux. Peu importe l'excuse qu'ils utilisaient. Le message sous-jacent était toujours le même. Chloé s'en occupera. Chloé s'occupe toujours de tout. Ce que je n'ai jamais dit à voix haute, principalement parce que personne ne l'aurait entendu, c'est que je n'étais pas aussi indestructible qu'il le supposait. J'avais mes propres dépenses, mon propre avenir,
ma propre vie à planifier. Mais chaque fois que j'essayais de fixer une limite, la conversation tournait à la culpabilisation ou au dédain. Mes besoins étaient négociables. Les leurs ne l'étaient pas. En regardant mon ordinateur portable maintenant, je pouvais voir ces années plus clairement que jamais. Chaque facture que j'avais numérisée et sauvegardée. Chaque contrat que j'avais signé, chaque confirmation de paiement soigneusement classée dans des dossiers organisés parce que c'était mon rôle. La fille fiable, le tampon financier, le filet de sécurité que personne ne reconnaissait mais dont tout le monde dépendait. Pour la première fois, cependant, je ne sentais pas le ressentiment monter dans ma poitrine. Ce que je ressentais, c'était une prise de conscience, froide, stable, et qui se faisait attendre depuis longtemps. J'ai cliqué pour ouvrir le dossier intitulé « Document du mariage ». Des pages ont rempli l'écran. Accord du lieu de réception, détails du traiteur, arrangements floraux, planning, acompte détaillé. Ma signature figurait au bas de chaque document. Un témoignage silencieux d'une version de moi-même qui continuait de croire que les choses finiraient par s'équilibrer. Mais l'équilibre n'existe que lorsque toutes les parties y participent. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant la lueur de l'écran baigner la pièce. Il n'y avait rien d'impulsif dans ce que je devais faire. Aucune colère n'obscurcissait mon jugement, aucun esprit de vengeance ne me poussait en avant, juste un changement de gravité attendu depuis longtemps. La compréhension que je n'avais plus à soutenir chaque pièce d'une structure qui ne m'avait jamais soutenu en retour. Les gens aiment dire que les limites détruisent les familles. Je pense que ne pas en fixer cause bien plus de dégâts. Ma main s'est déplacée presque automatiquement vers le pavé tactile alors que je me préparais à passer à l'étape suivante. Chaque document confirmait la même vérité. Je n'étais pas impuissante ici. J'avais simplement oublié à quel point j'avais cédé le contrôle au fil du temps. Cette clarté semblait inhabituelle mais pas importune. Un léger changement dans l'air marqua l'instant suivant. Le genre de chose qui se produit lorsque vous savez que quelque chose dans votre vie est sur le point de prendre une direction irréversible. J'ai détendu mes épaules, ouvert un nouvel onglet sur mon ordinateur portable et saisi le premier contrat de la pile. Le numéro du lieu de réception était déjà enregistré dans mes contacts. J'avais parlé avec eux plus que quiconque d'autre impliqué. Coordonner les dates, confirmer les plans de salle, ajuster de petits détails chaque fois que ma sœur changeait d'avis. Les appeler maintenant semblait étrangement facile, comme si le poids de chaque conversation précédente s'était enfin détaché. Le directeur a répondu avec le même professionnalisme chaleureux qu'il utilisait toujours. J'ai adopté son ton, déclarant clairement que je devais annuler la réservation liée à mon nom. Il a consulté le compte, a fait une pause et a confirmé poliment que la réservation était bien à mon nom. Sa voix est restée neutre, mais il y avait une certaine prudence, une compréhension que ce genre de demande s'accompagnait souvent de complications. Il n'y avait pas de complications ici, du moins pas de ma part. Il a expliqué les conditions d'annulation, mentionné la compte et décrit ce qui se passerait ensuite. J'ai tout accepté sans hésitation. Le processus a duré moins de 5 minutes, mais le changement qu'il a créé semblait bien plus important que le temps qu'il a occupé. Quand j'ai raccroché, mon appartement semblait plus silencieux qu'auparavant. Ensuite, ce fut le tour du traiteur. J'ai transféré l'email de confirmation, signé le formulaire d'annulation et reconnu la partie non remboursable. Le fleuriste a suivi. Un court appel téléphonique, une brève vérification, une annulation enregistrée dans leur système. La photographe a nécessité une conversation plus longue, principalement parce qu'elle se souvenait de chaque détail de la vision sur laquelle ma sœur avait insisté. Sa voix s'est adoucie lorsqu'elle a réalisé que je n'appelais pas pour ajuster l'horaire mais pour l'effacer entièrement. Aucune de ces annulations ne nécessitait l'approbation de ma sœur. Aucune ne nécessitait la signature de mes parents. Chaque prestataire me reconnaissait comme l'unique cliente, l'interlocutrice principale, la décisionnaire, la personne financièrement responsable, la personne ayant l'autorité. C'était surréaliste de voir à quel point tout était simple. Au fur et à mesure que je traitais chaque compte, les emails s'empilaient soigneusement dans ma boîte de réception, avis de confirmation, contrats annulés, décomptes de remboursement. J'ai maintenu un rythme régulier, passant d'une tâche à l'autre sans m'arrêter assez longtemps pour que les doutes s'installent. Le silence de l'appartement n'était pas vide. C'était la clarté. Mon ordinateur portable a de nouveau sonné lorsque la boutique de robes a répondu. Ils étaient polis mais prudents. L'acompte avait été payé avec ma carte. L'essayage avait été programmé en utilisant mes informations et le solde restait non réglé.
Leur message se terminait par une phrase standard, les retouches ne seraient pas effectuées sans l'autorisation de la partie payante. Je n'ai rien autorisé. Une petite partie de moi se demandait combien de temps il faudrait à ma famille pour remarquer le changement. Pas le changement financier. Ils le sentiraient assez tôt. Mais le changement émotionnel, le changement dans la dynamique à laquelle ils s'étaient tant habitués. Ils avaient toujours supposé que mon silence venait de la passivité, et non d'un choix. Le calme autour de moi a commencé à se sentir plein, un espace s'élargissant à chaque décision que je prenais. Ce n'est que le lendemain matin que les choses ont commencé à bouger de leur côté. Je me versais un café lorsque mon téléphone s'est allumé avec un message de ma sœur. L'aperçu seul portait une tension, mais je ne l'ai pas encore ouvert. D'autres notifications ont suivi, l'une après l'autre, s'empilant à un rythme qui suggérait l'urgence plutôt que la curiosité. J'ai jeté un bref coup d'œil à l'écran, juste assez longtemps pour reconnaître l'expéditeur mais pas assez pour lire le contenu. Je n'étais pas prête à laisser leur panique s'immiscer dans la concentration que j'avais bâtie. Une autre alerte est apparue, puis une autre. Ma mère, mon père, ma sœur à nouveau. La rafale rapide de messages pulsait sur l'écran comme un orage se formant au loin. Ils n'étaient pas habitués aux appels sans réponse. Ils n'étaient pas du tout habitués au silence de ma part. Leur urgence ne m'a pas ému. J'ai posé le téléphone, laissant les notifications s'accumuler sans interférence. Le monde à l'extérieur de mon appartement continuait sa route. La circulation bourdonnait faiblement. Un chien aboyait quelque part dans la rue. Des bruits de pas d'un voisin descendant le couloir. Tout continuait comme si rien de monumental ne s'était produit. À l'intérieur, tout avait changé. Je suis retourné à mon ordinateur portable, j'ai examiné la dernière série de confirmations et j'ai fermé chaque fenêtre une par une. Ma signature figurait sur chaque document, et mes décisions étaient finales. L'implication de quiconque d'autre n'était pas nécessaire. Personne ne pouvait défaire ce que j'avais fait. En début d'après-midi, l'atmosphère autour de moi portait une tension différente. Le genre de tension qui s'installe lorsque quelqu'un se rend compte que le contrôle lui échappe. Mon téléphone a de nouveau vibré, non pas avec incertitude cette fois, mais avec insistance. Je l'ai pris, j'ai vu le nom de mon père sur l'écran et j'ai su immédiatement que la patience à laquelle il s'était accroché plus tôt s'était évaporée. Le premier message est arrivé avec une netteté sèche, comme s'il l'avait tapé sans s'arrêter pour respirer. Ça suffit. Règle ça maintenant. Un second a suivi presque immédiatement. Ta sœur ne pensait pas ce qu'elle a dit. N'en fais pas toute une histoire. Puis un troisième. Tu réagis de manière excessive. Rappelle-les. Il y avait dans son ton une autorité qu'il avait toujours supposé avoir. L'attente que je cède parce que céder avait autrefois été plus facile que de se battre. La supposition que je donnerais la priorité à leur confort plutôt qu'à mes propres limites. C'était si familier que pendant un instant, j'ai simplement fixé l'écran, reconnaissant le vieux schéma dans sa forme la plus concentrée. Peu de temps après, ma mère s'y est mise. Ces messages étaient plus doux en surface, mais ils portaient un poids différent, une pression adoucie se faisant passer pour de l'inquiétude. Ta sœur est stressée. Les émotions sont à vif. Sois raisonnable. Nous pouvons arranger ça si tu te calmes, ma chérie. Se calmer. Raisonnable. Des mots conçus pour me rejeter la responsabilité, comme il l'avait toujours fait. Aucun d'eux n'a demandé ce qui avait conduit à ma décision. Aucun n'a reconnu les mois de planification, les dépenses, ou la façon dont j'avais été traité. Ils voulaient simplement que les retombées soient nettoyées. Puis vint le message de ma sœur. Court, calculé, au bord tranchant. Si tu ne remets pas tout en place, je dirai à tout le monde ce que tu as fait à Julien. Ce n'était pas la menace elle-même qui m'a frappé. C'était le désespoir qui la sous-tendait. Elle n'a rien précisé. Elle n'a pas expliqué. Elle n'a même pas vérifié si l'accusation avait un sens. Elle a juste cherché quelque chose qui, pensait-elle, pourrait me faire peur et me soumettre. Quelque chose d'assez vague pour paraître préjudiciable, mais d'assez vide pour révéler le peu de choses qu'elle avait réellement à utiliser contre moi. Je n'ai pas répondu. Les notifications continuaient d'arriver, défilant sans pause. Mais j'ai mis mon téléphone en silencieux et je m'en suis éloigné. Leur urgence n'était pas la mienne. Ce n'est que lorsque mon ordinateur portable a sonné que je suis retourné au bureau. Un nouvel email se trouvait en haut de ma boîte de réception.
Un message automatisé du service de prévention des fraudes du lieu de réception. Le sujet à lui seul a provoqué en moi une clarté glaciale. Demande de vérification, tentative d'accès au compte. Je l'ai ouvert. Quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi. Ils avaient utilisé mon nom complet, tenté d'annuler une annulation et insisté sur le fait que j'avais changé d'avis. Lorsque l'employé a demandé une vérification d'identité, l'appelant a raccroché. Il n'y avait aucun mystère sur l'identité de cette personne. Cela avait une sorte de logique étrange. Lorsque la pression directe échouait, l'étape suivante consistait à me contourner entièrement. Mon père avait toujours cru que les obstacles étaient des choses à éliminer, pas à considérer. S'il y avait une limite, il la franchissait. Si un système exigeait une preuve, il trouvait des moyens de le contourner. L'idée que les prestataires me voient, moi et non lui, comme l'autorité principale, devait être intolérable. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la colère. C'était la reconnaissance, une compréhension claire et précise de jusqu'où il était prêt à aller pour maintenir le contrôle. Un autre email est arrivé, cette fois d'un autre prestataire. Le ton était poli, mais ferme. Ils avaient besoin de la confirmation que j'avais autorisé d'autres modifications du compte. Aucun changement n'avait été autorisé. Personne n'avait reçu la permission. Le schéma était sans équivoque. En lisant les messages, j'ai senti ma respiration se stabiliser au lieu de s'accélérer. Il n'y avait pas de chaos en moi. Pas de tourbillon de confusion ou de culpabilité. Leurs actions ne m'ont pas ébranlé. Elles ont clarifié la situation avec une acuité à laquelle je ne m'attendais pas. Leur panique n'était pas un signe de ma faute. C'était une réaction à la perte d'accès à quelque chose qu'ils croyaient leur appartenir. Même son fiancé, qui était resté silencieux plus longtemps que les autres, a finalement fait surface. Son message était hésitant, presque réticent, portant une tension entre la loyauté et l'inconfort. Il ne m'a accusé de rien, mais le malaise dans ses paroles montrait clairement qu'il avait commencé à entendre des bribes de conversation qu'il ne savait pas trop comment interpréter. J'ai tout lu une fois, puis j'ai fermé les messages sans répondre. Rien de tout cela ne nécessitait une réponse immédiate. Rien de tout cela ne changeait les décisions déjà prises. La journée a avancé autour de moi, stable et imperturbable, comme pour me rappeler que toutes les tempêtes n'exigent pas une participation. Le matin est arrivé avec une étrange immobilité, le genre qui s'installe juste avant que quelque chose ne cède. J'avais à peine mis le pied dans ma cuisine lorsque mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un appel d'un parent dont j'avais rarement des nouvelles. J'ai laissé sonner. Un instant plus tard, un message vocal a suivi. Puis un autre message est apparu sur mon écran. Celui-ci de ma tante. Cela seul m'a dit que l'effet d'entraînement avait finalement atteint au-delà de ma famille immédiate. J'ai ouvert son message, lisant chaque mot lentement. Elle n'a pas tourné autour du pot. Elle ne l'avait jamais fait. Elle a écrit que ma sœur racontait à tout le monde que j'avais fait une crise de nerfs et que j'avais saboté le mariage par jalousie. Le ton de son message n'était pas accusateur. Il était las, déçu par ce qu'on lui avait dit, mais me laissant encore de la place pour m'exprimer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone et j'ai laissé l'information se décanter. Leur version de l'histoire avait commencé à se répandre plus vite que la vérité ne le pourrait jamais. Un autre message est arrivé quelques minutes plus tard, cette fois d'une cousine dont les nouvelles consistaient généralement en photos de vacances et en échange de recettes. Elle demandait s'il était vrai que les plans du mariage s'étaient effondrés, que les prestataires se retiraient et que ma sœur se démenait maintenant pour trouver des alternatives. Il y avait une note d'incrédulité dans ces mots, comme si elle ne s'était pas attendue à ce que la situation se dégrade de manière aussi dramatique. Moi non plus. Mais je n'étais pas surprise non plus. Tout au long de la journée, d'autres nouvelles ont filtré de parents, de connaissances, et même d'amis de la famille éloignée qui avaient d'une manière ou d'une autre capté des bribes du chaos. Les fragments se sont tous assemblés en une image claire. Le mariage avait basculé en pleine crise. Selon un message, l'installation extérieure que ma sœur avait tenté de monter avait été démantelée par la ville après qu'un voisin a signalé la structure. Aucun permis n'avait été déposé. Aucune consigne de sécurité n'avait été suivie. Une autre nouvelle est arrivée concernant le traiteur qui refusait de rétablir le service, invoquant des problèmes de confiance après que quelqu'un a tenté de modifier mon compte sans autorisation. Le fleuriste avait également refusé de poursuivre, déclarant que l'interlocuteur financier n'était pas clair. Tout ce que ma famille essayait de sauver leur glissait entre les doigts.
Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. C'était de la distance, un écart grandissant entre les retombées et la personne que j'étais dans ces situations. C'était le genre d'urgence que j'avais toujours été censé régler. Je serais intervenu, j'aurais tout réorganisé, lissé les aspérités de leur chaos et trouvé des solutions que personne d'autre ne voulait se donner la peine de chercher. C'était mon rôle, mais je ne ressentais aucun instinct d'intervenir maintenant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma mère. Son message portait une dureté déguisée en chagrin, un mélange d'accusation et d'impuissance. Elle a écrit que tout s'effondrait, que ma sœur était dévastée, que la famille était embarrassée. Elle a ajouté qu'elle ne comprenait pas pourquoi je choisissais d'être cruel. Cruel. Le mot a flotté dans l'air un instant. Ce n'est pas moi qui m'étais retiré du mariage. Ce n'est pas moi qui avais rejeté quelqu'un sur qui je comptais. Ce n'est pas moi qui avais utilisé des menaces, de la manipulation ou l'usurpation d'identité. Tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter de financer une célébration à laquelle je n'étais plus invité. Mais à leurs yeux, refuser son soutien était de la violence. Maintenir une limite était une trahison, et me protéger était de la cruauté. Le message suivant venait de mon père, plus court que d'habitude, ne portant aucune de l'autorité de la veille. Son ton a changé pour quelque chose qui oscillait entre la colère et le désespoir. Il a insisté sur le fait que la situation était réparable, que j'étais la seule à la rendre difficile, que je devais penser à la vue d'ensemble. La vue d'ensemble ne m'avait jamais incluse. Pas vraiment. Une autre nouvelle est arrivée d'une cousine peu de temps après. Celle-ci plus lourde que les autres. Elle a écrit que le fiancé de ma sœur avait été visiblement contrarié tout au long de la matinée, marmonnant à des amis qu'il voyait enfin comment sa famille gérait les choses. Elle a ajouté que la tension montait entre eux, le genre de tension qui ne vient pas d'une seule dispute, mais de l'accumulation de petites prises de conscience. Pourtant, rien de tout cela ne me donnait un sentiment de triomphe. Cela rendait simplement tout plus clair. Leur choix les rattrapait, et pour la première fois, je n'amortissais pas le choc. En début de soirée, le flot de messages avait ralenti, remplacé par un bourdonnement sourd de silence, celui qui porte l'épuisement plutôt que la résolution. Mon téléphone était posé sur la table, l'écran noir, les notifications en pause. Je ne l'ai pas pris. Au lieu de cela, je suis resté immobile, laissant le calme s'installer dans l'espace qui existait entre qui j'étais et qui je devenais. Rien dans le monde autour de moi n'a changé, mais tout dans la dynamique avait changé. Les heures qui ont suivi se sont déroulées avec une précision silencieuse, comme si chaque décision que je prenais devait tomber exactement là où elle devait être. Je n'avais aucun intérêt à passer en revue le flot de messages qui s'accumulaient sur mon téléphone. Leur urgence n'était plus quelque chose dont je me sentais responsable. Au lieu de cela, j'ai rouvert mon ordinateur portable, non pas pour défaire quoi que ce soit, mais pour m'assurer que chaque film liant à cette situation était enfin coupé. La première étape était pratique. Je me suis connecté à mes comptes et j'ai examiné chaque facture que je couvrais depuis bien trop longtemps, des abonnements que ma famille ne remboursait jamais, des charges que j'avais absorbées sans discuter, des paiements qui étaient devenus tranquillement une routine. Un par un, j'ai retiré ma carte de chaque paiement automatique. Électricité, Internet, renouvellement d'assurance. Les responsabilités qu'ils m'avaient imposées ont disparu de l'écran à chaque invite de confirmation. Aucun de ces gestes n'était spectaculaire. C'étaient des corrections qui se faisaient attendre depuis longtemps. Ensuite, j'ai contacté ma banque. J'ai signalé les tentatives récentes d'usurpation de mon identité et j'ai demandé un examen de sécurité sur tous les comptes liés. Le représentant était calme et professionnel, m'expliquant les mesures de sécurité supplémentaires, les nouvelles méthodes d'authentification et les alertes qui me préviendraient immédiatement si quelqu'un tentait d'accéder à mes informations. Son ton n'a jamais changé, même lorsque j'ai expliqué que la tentative d'usurpation d'identité venait de quelqu'un de ma propre famille. Il a simplement tapé, vérifié, sécurisé. C'était le genre de clarté dont j'avais besoin. À partir de là, j'ai déposé une pré-plainte en ligne pour tentative d'usurpation d'identité. C'est une démarche simple, que tout citoyen en France peut initier avec une seule soumission, mais ses implications sont importantes. Toute vérification de crédit futur nécessiterait une vérification supplémentaire. Personne, en aucune circonstance, ne pourrait ouvrir de compte ou effectuer des modifications sans mon consentement explicite. C'était une protection que j'aurais dû mettre en place il y a des années. Les notifications sur mon téléphone continuaient d'arriver, vibrant faiblement de l'autre côté de la pièce.
Je n'ai pas bougé pour les faire taire cette fois. Qu'elles arrivent. Que le bruit s'accumule. Il n'avait plus sa place dans les décisions que je prenais. À un moment donné dans l'après-midi, ma mère a appelé. Comme je n'ai pas répondu, elle a rappelé. Puis elle a envoyé de longs paragraphes sinueux sur la déception, sur l'unité familiale, sur le moment stressant. Il y avait une supplique nichée au milieu, une attraction familière conçue pour me ramener dans le rôle dont j'étais sorti. Je l'ai lu une fois et j'ai fermé le message sans répondre. Mon père ne s'est pas embarrassé de douceur. Sa voix est parvenue dans un message vocal, chaque mot contrôlé m'est teinté de frustration. Il a parlé de responsabilité, d'attente, de la façon dont je laissais tomber la famille. L'ironie de ces mots ne m'a pas échappé. Il avait toujours parlé du devoir comme s'il ne coulait que dans une seule direction, vers eux. J'ai supprimé le message vocal. Au fil de la journée, la distance entre leur panique et ma clarté s'est élargie. J'ai commencé à faire mes valises, non pas par impulsion, mais par reconnaissance. Je prévoyais de déménager depuis des mois, hésitant à franchir le pas à cause d'obligations familiales qui n'étaient jamais réciproques. Maintenant, l'hésitation avait disparu. J'ai plié des vêtements dans des valises, trié des tiroirs et placé des objets dans des boîtes avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas une fuite. C'était un alignement. Les papiers ont été placés dans des dossiers étiquetés. Les essentiels ont été mis de côté. Une nouvelle liste d'annonces d'appartements était déjà enregistrée dans mon navigateur. Toutes dans des villes comme Bordeaux ou Lille, où je pourrais construire une vie définie par mes choix plutôt que par mes obligations. Je ne fuyais pas. Je sortais simplement d'un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer. Tard dans la soirée, un autre message est arrivé. Celui-ci était plus court. Envoyé par ma sœur. Pas d'accusation cette fois, pas de menaces vagues, juste une suite de mots qui révélaient à quel point la situation lui avait échappé. Tout s'effondre. S'il te plaît, arrange ça. Il fut un temps où cette supplique aurait brisé quelque chose en moi. Un temps où j'aurais tout laissé tomber pour lui faciliter la vie. Mais ce temps était révolu au moment où ils ont décidé que je ne valais pas la peine d'être invité. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que j'ai enfin compris que ses difficultés n'étaient pas les miennes. Le poids qu'elle portait appartenait au choix qu'elle avait fait. L'appartement autour de moi semblait plus léger cette nuit-là, comme si les murs s'étaient agrandis. J'ai fermé la dernière valise, fermé mon ordinateur portable et laissé le silence s'installer sans résistance. Tout ce qui devait être fait avait été fait. Le matin s'est déroulé avec une légèreté inhabituelle, le genre qui vient lorsqu'une décision a déjà pris place bien avant le début de la journée. Je me déplaçais tranquillement dans mon appartement, consciente des boîtes empilées près de la porte, consciente des choix qui m'avaient mené ici. Des choix qui, pour la première fois, m'appartenaient entièrement. Le silence autour de moi n'était plus vide. Il semblait mérité. Plus tard cet après-midi-là, j'ai vérifié les notifications sur mon téléphone, non par urgence, mais par finalité. L'écran affichait une série de mises à jour, chacune reflétant un angle différent de l'effondrement dont je m'étais éloigné. Des photos, de brèves publications et des annonces discrètes ont révélé que le mariage avait bien eu lieu, mais pas de la manière que quiconque avait imaginé. Une pièce sobre, une simple signature et une cérémonie tranquille enregistrée avec un enthousiasme minimal. Pas de lieu grandiose, pas de décoration soigneusement choisie, pas de célébration qui reflétait des mois de planification. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en voyant cela, seulement de la clarté. L'absence de mon implication n'avait fait que retirer l'échafaudage sur lequel il s'était appuyé. Sans lui, tout s'est installé dans son état naturel. Ils avaient construit quelque chose d'instable, et les choses instables ont tendance à s'effondrer sous leur propre poids. Au cours des semaines suivantes, la distance s'est transformée en routine. Les messages de ma famille sont devenus sporadiques, passant des exigences aux questions, puis des questions au silence. Je ne les ai pas bloqués. J'ai simplement cessé de participer à des conversations qui n'en avaient jamais vraiment été. Leur déception ne résonnait plus comme avant. Elle avait perdu sa forme, n'étant plus capable de m'atteindre. La vie a recommencé à bouger d'une manière que je n'avais pas prévue. Je me suis installé dans un nouvel appartement avec des fenêtres donnant sur une rue calme. J'ai rencontré des voisins qui ne savaient rien de mon passé. J'ai développé des habitudes qui étaient entièrement les miennes. Des promenades matinales, de la lecture tard le soir, des week-ends passés dans des espaces où je n'étais pas défini par la responsabilité ou les attentes.
l'absence de pression ne semblait pas étrange. Elle semblait attendue depuis longtemps. Un après-midi, en triant des documents, j'ai remarqué une enveloppe glissée entre des dossiers. Elle contenait des reçus, des contrats et des confirmations de paiement. Des rappels physiques des mois où j'avais porté plus que quiconque ne le réalisait. J'ai tenu chaque papier un instant, reconnaissant la version de moi-même qui avait cru que la générosité pouvait maintenir une famille unie. Cette version avait été pleine d'espoir, patiente, prête à s'étirer au-delà de la raison, mais la croissance exige souvent de laisser derrière soi de vieilles compréhensions. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe et je les rangeais, non par amertume, mais par reconnaissance. Chaque pas que j'avais fait, chaque limite, chaque refus, chaque moment de silence avait été un retour à moi-même. De temps en temps, des nouvelles filtraient par l'intermédiaire de la famille élargie. J'ai entendu dire que les tensions persistaient longtemps après le mariage, que la pression financière avait creusé des failles qui existaient discrètement depuis des années. J'ai appris que des relations autrefois présentées comme inébranlables avaient commencé à se fracturer sous le poids de vérités non dites. Rien de tout cela ne m'a surprise. Les familles construites sur le déni se fissurent souvent lorsqu'elles perdent la personne qui maintient le tout. Mais même avec cette connaissance, je n'ai pas ressenti de satisfaction. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était de la distance, la bonne sorte, la sorte nécessaire. Vivre en dehors de leurs attentes m'a permis de voir plus clairement la forme de ma propre vie. Je n'avais pas besoin de justifier mes choix. Je n'avais pas besoin de réparer ce que je n'avais pas cassé. Je n'avais pas besoin de revenir dans un récit qui ne m'avait jamais appartenu. Il y avait de la liberté dans cette prise de conscience. Dans les moments plus calmes, je réfléchissais à tout ce qui s'était passé. Non pas pour le revivre, mais pour le comprendre. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes. Elles vous permettent de choisir ce qui entre et ce qui reste. Pendant des années, j'avais confondu l'endurance avec la force, croyant que maintenir le tout était le seul moyen de garder une famille connectée. Mais la vraie force réside parfois dans le recul, dans la reconnaissance qu'un schéma est malsain et dans le choix d'un chemin différent, même lorsque les autres l'appellent trahison. Je ne sais pas comment ils parlent de moi maintenant. Je ne sais pas quelle version de l'histoire ils partagent ou s'ils ont réécrit les détails pour apaiser leur malaise. Ce que je sais, c'est que ma vie ne se plie plus aux explications. J'existe en dehors du poids de leur récit, et cela suffit. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, elle est simple. Vous ne pouvez pas sauver les gens des conséquences des choix qu'ils font lorsque ces choix sont fondés sur le sentiment que tout leur est dû. Et vous ne pouvez pas vous perdre en essayant d'être le fondement pour d'autres qui n'ont jamais appris à se tenir debout par eux-mêmes. Mon histoire ne s'est pas terminée par une réconciliation. Elle s'est terminée par la clarté, silencieuse, stable et honnête. Et parfois, c'est la seule fin dont vous avez vraiment besoin. Avant de partir, dites-moi quelle partie de cette histoire vous a le plus marqué. Et d'où dans le monde regardez-vous ? Je suis toujours curieuse de voir jusqu'où ces histoires voyagent.